Alors aujourd'hui, amis réfractaires, on va s'intéresser à un petit sujet, vous allez voir, la Grande-Bretagne qui sont en train de tout simplement organiser leur plus grand mouvement de grève depuis des années. Alors pour être plus précis, c'est surtout les cheminots qui se mobilisent et ça fait plus de 30 ans qu'il n'y avait pas eu autant de personnes rassemblées, c'est-à-dire plus de 40 000 travailleurs qui arrêtent de travailler, qui font la grève. Évidemment, ils sont pas tout seuls en plus les cheminots et vous allez voir que cette situation qu'on va développer ici entre nous, elle ressemble quand même beaucoup à la France et que ce qui est en train de se passer juste outre-Manche va pouvoir nous inspirer nous et se dire qu'on a peut-être une opportunité à saisir dans les semaines à venir. Et pour ça, on va faire une petite revue de presse donc spéciale sur le Royaume-Uni. Alors on va commencer avec le chiffre le plus global qui existe. C'est le taux d'inflation, évidemment, qu'on va parler de ça. Il est de 10,3% pour l'OCDE. Et l'OCDE, ça représente en gros les plus grandes économies du monde. Donc, c'est-à-dire que les plus grandes économies du monde sont en train de se prendre 10% d'inflation. C'est énorme. Comme vous pouvez le voir ici, ça dépend les pays. Mais le Royaume-Uni sont en train de se prendre la plus grosse inflation au niveau de l'énergie. Dans ce petit graphique-là, ce que vous pouvez voir là aussi, c'est que en gros, en bleu, c'est l'inflation totale de tous les produits de consommation. Ouais, donc ça atteint 10%. Et en jaune, c'est toute l'inflation qui n'est pas liée ni à l'alimentation ni à l'énergie, donc c'est-à-dire toutes les autres marchandises qui ont quand même pris 6%. Ce graphique, il dit quoi ? Il dit que c'est principalement les énergies et l'alimentation dont les prix augmentent, ils augmentent plus que la moyenne, mais tout le reste des marchandises et de la production subit aussi cette inflation. Donc on n'est pas dans une inflation sectorielle où tu as que l'énergie qui aurait augmenté, mais c'est absolument toute l'économie qui est en train de subir cette inflation. Et comment elle se concrétise cette inflation en Grande-Bretagne ? C'est très simple. Tu as un article de La Tribune qui en parle, on va la lire ensemble. Déjà confrontés à une inflation bien plus forte qu'en France, les Britanniques voient le prix de l'énergie exploser. Ce vendredi, le régulateur de l'énergie a annoncé une hausse de 80% des plafonds tarifaires d'électricité qui entreront en vigueur à partir de octobre. Des millions de personnes pourraient plonger dans la pauvreté énergétique en raison d'une forte augmentation. Un triplement des tarifs par rapport à ceux appliqués actuellement est pronostiqué dès 2023 par des experts. Certains clients d'EDF du Royaume-Uni renoncent déjà à se chauffer et débranchent leur réfrigérateur. Ça veut dire qu'avant, ils étaient à 2300 € par an pour l'énergie, qui vont passer en 2023 à plus de 7000 €. 7000 € par an pour l'énergie, là-bas. Donc ça va faire une augmentation de un peu moins de 5000 €, ce qui est colossal. C'est-à-dire qui aujourd'hui a 5000 € comme ça, qui peut dépenser chaque année en plus pour l'énergie pour avoir exactement la même chose que ce qu'il avait avant, sachant que les prix de l'alimentation augmentent, que les prix de l'essence augmentent, etc. La seule solution possible, c'est que ça va plonger des millions de personnes dans la pauvreté. Des millions et même plus précisément 58% des ménages britanniques menacés de pauvreté énergétique dès l'an prochain. C'est-à-dire que plus de la moitié des Anglais vont tomber dans la pauvreté avec cette connerie-là. C'est colossal. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, 58%. C'est juste énorme. Et face à cette inflation, tu vas avoir une petite rhétorique, une petite idéologie qui va être placée pour essayer de nous faire croire que c'est pas exactement ce qu'on croit, tu vois. Et donc tu as un article anglophone, on lit des articles anglophones maintenant puisque nous sommes des professionnels au canard, qui parle un peu de ça. Et la première phrase qu'ils disent pour parler de l'inflation, évidemment, c'est de dire que l'inflation est mondiale, tu vois. Et ça, c'est pas forcément le cas de cet article-là, mais en général, quand Macron va prendre la parole, il va dire aussi « Nous sommes dans une situation internationale très compliquée, l'inflation est mondiale, patati patata ». Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Très simplement, parce que si nous sommes victimes d'un contexte international, eh ben en fait, c'est pas Macron qui est responsable de ça. Tu vois, au final, le peuple et ses élites sont victimes d'une même catastrophe internationale dont on ne peut rien, tu vois. C'est comme les tremblements de terre, on n'y peut rien, l'inflation, on n'y peut rien. Alors que pas du tout. On va le voir dans une prochaine vidéo sur les prix de l'électricité en France, mais il faut bien se rendre compte que c'est totalement politique ce qui est en train de se passer. C'est totalement politique ce qui est en train de se passer. Et nous avons des responsables qu'on peut pointer du doigt et qu'on ira chercher à l'Élysée et dans tous les palais présidentiels d'Europe s'il le faut. Putain, on est d'été en ce moment là. Dans cet article, il parle aussi du fait que l'inflation est due du coup à la guerre en Russie, machin, mais il rajoute quelque chose d'autre qui les différencie des médias francophones, parce qu'il faut savoir que les médias francophones, c'est de la merde.
Vraiment, c'est de la merde. Quand tu commences à lire des médias anglophones, tu commences à te rendre compte de qu'est-ce que c'est les journalistes, qu'est-ce que c'est l'information économique. En France, c'est le néant. Parce qu'en général, on dit que c'est la faute de Poutine. Là, il rajoute le fait que tu as beaucoup de difficultés concernant l'importation et les exportations, c'est-à-dire que l'économie fait face à des problèmes de pénurie. Et c'est ce qu'on retrouve en France, par exemple. Et ça, c'était bien avant la guerre en Ukraine. Tu as dans l'automobile des usines qui s'arrêtent très régulièrement parce qu'ils ont, par exemple, plus de semi-conducteurs. Et ça arrive encore récemment. Par exemple, à Sochaux, il s'est passé la même chose. Donc ça, c'est dû à plein de trucs, mais notamment le Covid qui a totalement foutu le bordel dans les lignes de production. Et puis, tu as les sanctions avec la Chine, le Taïwan, le machin, le bordel, qui fait que c'est beaucoup plus compliqué de trouver certains composants électroniques. Ce qui fait que la production va baisser forcément. Du coup, tu te retrouves avec une spirale un peu bizarre où tu as des gens qui ont moins d'argent et tu as moins de production, ce qui fait que les prix augmentent et vu que tu as personne pour les acheter, c'est un peu la merde. Et pour donner un chiffre intéressant, du coup, l'inflation en Grande-Bretagne, on revient à la Grande-Bretagne, elle va atteindre 11% cette année. 11% d'inflation pour un pays aussi développé que la Grande-Bretagne, c'est juste historique, c'est énorme. Mais s'il n'y a pas que ça d'intéressant avec le Royaume-Uni, tu as aussi toute l'affaire avec Boris Johnson. Alors Boris Johnson, c'est ce type-là, tu sais, c'est le Premier ministre anglais qui a beaucoup de similarités avec Emmanuel Macron. La première d'entre elles, c'est que le Parlement n'est pas vraiment à sa faveur, comme avec Macron suite aux élections législatives de 2022, et qu'il est passé à 2 doigts, mais vraiment à 2 doigts de se faire éjecter avec un vote de confiance. C'est-à-dire que même son propre parti ne le soutient plus vraiment. La Révolution permanente dit: alors que la colère enfle dans la popularité du Premier ministre est en chute libre. Un sondage réalisé par Savata Comres auprès de 1040 personnes montre ainsi que 66% des jeunes interrogés, dont 42% des électeurs conservateurs, sachant que Boris Johnson est un conservateur, pensent que Boris Johnson devrait démissionner. Selon la société de sondage YouGov, sa popularité est passée de 66% en avril à 26%. Ce qui est à peu près le pourcentage qu'on retrouve avec Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est-à-dire que les Anglais sont à la fois dans une situation de crise économique immense, qui va mettre des millions de personnes dans la misère, et en même temps, ils ont un gouvernant qui est une tête à claque insupportable que personne ne peut piffrer. Donc ça veut dire qu'il va se passer exactement la même chose que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est que les gens vont descendre dans la rue en disant « Boris Johnson démission » puisque tout le monde est d'accord avec ça, et ça va lancer un mouvement social, et les gens vont se parler, ils vont changer de revendication, ils vont se politiser, et c'est parti Jackie pour la révolution. Enfin bon, révolution, pour la révolte en tout cas. Bon, faut pas exagérer non plus. On utilisera le mot révolution quand ce sera vraiment une révolution et ça peut arriver. Et c'est dans ce contexte donc que les mouvements de grève se sont lancés avec notamment les cheminots. Par rapport à ça, tu as le gouvernement anglais, il faut que je retrouve le truc, c'est ici, qui a critiqué ces mouvements-là et qui a utilisé des stratégies que nous, on va retrouver très vite en France dès qu'on va se bouger le cul. Alors que la colère gronde, le gouvernement britannique peine à cacher son inquiétude face à une grève massive et historique. Dans le mépris le plus total, Boris Johnson a appelé au calme en dénonçant dans un communiqué l'usage des syndicats qui serait, selon lui, nuisible aux intérêts des travailleurs. Pourquoi il dit ça ? Parce que là, pour l'instant, c'est les syndicats qui lancent les premières initiatives de grève et de mobilisation. Donc, ce sont eux, ses adversaires politiques. Et donc, ce qu'il essaye de faire, c'est de détourner le peuple de ces syndicats en essayant de creuser un fossé entre les deux en disant que les syndicats ne représentent pas l'intérêt du peuple. Alors, les syndicats ne représentent pas toujours les intérêts du peuple, mais dans ce cas-là, c'est-à-dire que dans l'organisation de manifestations contre l'inflation, ils sont ensemble, tu vois, tant que les syndicats n'ont pas trahi, ils sont avec nous. Mais ça va être constamment ça, c'est que dès que tu vas avoir une partie de la population, une partie des syndicats qui va se mettre en mouvement, ils vont tout faire, nos gouvernants, pour nous diviser. Ils vont tout faire pour nous diviser. Il faut se préparer à ça. Cela témoigne d'une inquiétude profonde de la part du gouvernement britannique que cette grève ne paralyse durablement le pays, alors même que le secrétaire d'État au transport avait annoncé la semaine dernière la volonté d'autoriser le recours à des intérimaires pour remplacer les salariés grévistes et briser la grève. Ils sont prêts à tout pour ne surtout pas que cette grève arrive. Ce qui est une très bonne raison pour la faire. On va donc s'intéresser maintenant aux nos petits cheminots qui ont donc fait cette mobilisation inédite depuis 30 ans. Et pour que l'Angleterre, un pays où les syndicats sont aussi réprimés et peu développés, arrive à organiser ce genre de mobilisation,
c'est que ça va chauffer très dur dans les semaines à venir. Donc tu as cet article de CNBC qui dit que en gros tu as les salaires dans le secteur privé qui ont augmenté de 7% et seulement de 1,1% dans le public. Ce qui fait qu'en moyenne c'est de 6,2% cette augmentation des salaires. Sauf que si tu ajustes ça à l'inflation qui est à plus de 10%, eh ben tu te retrouves avec une différence de 3,7%. Ça veut dire que tu peux consommer 3,7% de moins. Sachant que, comme on l'avait dit dans notre précédente vidéo, le taux d'inflation n'est pas le même selon si tu es très riche par rapport à selon si tu es très pauvre, puisque l'inflation est en réalité plus forte dans les produits bas de gamme et elle est beaucoup moins élevée dans les produits haut de gamme. Mais encore plus de ça, quand on est pauvre, bah évidemment, on n'a pas de marge pour pouvoir assumer cette augmentation des prix. D'accord, il faut bien comprendre, c'est pas juste un concept économique, machin, qui toucherait toute la société, c'est surtout les pauvres qui prennent dans les dents. Mais vu qu'elle est que de 1,5% dans le public, évidemment, les cheminots, ils se mettent en mouvement. Mais une fois que les cheminots, ils ont commencé à danser, tu as plein d'autres personnes qui les ont suivis. Et notamment, et là on parle de l'Angleterre, des pompiers qui sont absolument sous-payés, en sous-effectif et qui doivent faire face aux feux inédits et historiques dus au réchauffement climatique. Mais en plus de ça, tous les soignants du Covid qui ont été méprisés et les enseignants qui vont commencer leur pire rentrée avec un service public de l'enseignement totalement détruit. C'est exactement la même situation qu'en France. L'article parle là des pompiers qui disent qu'en gros, ils ont viré depuis 2010 plus de 11 500 pompiers. Donc là, encore une fois, exactement la même situation en France, avec un système néolibéral totalement absurde qui supprime des postes de pompiers alors que tu as le réchauffement climatique qui arrive et dont on paye aujourd'hui les conséquences. Donc c'est pour ça, de la même façon, quand Macron dit « Oh, catastrophe naturelle, les incendies, patati patata », alors oui, parce que tu as le réchauffement climatique, mais c'est quand même une décision politique de nous rendre totalement impuissants face à ces incendies-là. On aurait dû prévoir, organiser, planifier une armée de pompiers capable de pouvoir éteindre les feux avant que ça devienne trop incontrôlable. Et ils disent aussi que les salaires ont augmenté donc de 1,8% alors que l'inflation est à 11%, donc eux ils se prennent 9% d'inflation, ce qui est colossal. Donc ça veut dire que dans notre société, dans la société anglaise, les pompiers ne vont pas réussir à payer leur loyer, ni à se chauffer, ni à faire quoi que ce soit, alors qu'on a terriblement besoin d'eux. Et pendant ce temps-là, tu as les fonds de pension qui se régalent, les banques qui se régalent avec des dividendes records, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu as ce mouvement historique en Angleterre, avec les pompiers, avec les syndicats, les trucs, donc énormément de services publics qui se mobilisent. Et après, tu as aussi un autre phénomène qui est que, en plus que tu as des gens qui font la grève, tu as énormément de gens qui démissionnent. C'est un phénomène qui est produit un peu en France, mais qui est surtout mobilisé aux États-Unis, où les gens, comme signe de contestation, ils démissionnent. Ce qui prouve bien qu'on est dans une situation sociale au bord de l'implosion. Je veux dire, le pays ne va pas pouvoir être dans un ordre social normal si tu as énormément de grévistes, des personnes qui quittent leur poste, une inflation de fou, l'énergie qui s'envole, etc. Et à un moment donné, ça va casser, quoi. Dans cet article donc, qui parle des démissions, il parle aussi des grèves. Et on apprend des choses très intéressantes, encore une fois. Donc tu as les gens des avions, c'est pas ça qu'on dit, les aéroports et compagnie, qui eux, ils ont commencé, mais en fait, ils ont abandonné. Sauf que tu as quand même 115 000 postiers qui sont prêts eux aussi à faire grève contre l'inflation et ils vont commencer à la fin août. Donc ça devrait être bon là. Tu as même un géant des télécoms qui est pour la première fois depuis 35 ans à l'arrêt à cause de grève. Et tu as des gens aussi au niveau d'Amazon, au niveau des avocats et des... comment on appelle ça ? Les gens qui prennent les poubelles là. Je crois que c'est plus les ramasseurs de poubelles, c'est les rippers maintenant, tu sais, pour... Ça va un peu styler les wipers. Bref, donc c'est pas que le public qui se mobilise, c'est tout le monde qui se met à faire grève. Et je trouve ça rigolo parce qu'en France, on a eu plus l'instinct de faire des mobilisations sociales le samedi et eux, c'est plus des grèves organisées à travers tous les secteurs. Tu vois, c'est marrant comme face à un même problème, on a des solutions différentes. Il y a un article de Courrier International qui est un des rares médias au niveau international qui nous permettent d'apprendre des choses en France, qui parle aussi de tout ce bazar-là des grèves en Angleterre. Personne parmi nous n'a envie de faire quelque chose d'illégal ou de se mettre à dos les fournisseurs d'énergie. Mais si nous ne faisons rien, un nombre considérable de personnes seront dans l'indisponibilité de régler leurs factures. Et qui dit ça, c'est Mo Bud, qui est un des représentants de l'église anglicane. Ce qui est... Oh putain, ma connaissance des religions va prendre un coup. C'est la version catho des Anglais, si je dis pas de bêtises. Du coup, là-bas, c'est des gens religieux qui rejoignent le mouvement. Mais quel mouvement ? Le mouvement de grève ? Non, un autre. Traditionnellement, les membres de l'église anglicane ne choisissent pas d'action directe face aux crises politiques ou sociales, concède-t-elle au Time. Toutefois, l'ampleur que prend cette crise en août exige qu'on y réagisse différemment.
Et qu'est-ce qu'elle a fait cette dame-là? Elle a récemment signé l'appel de Don't Pay UK, littéralement ne payez pas, une organisation lancée par un groupe de 4 amis au début de l'été. Leur objectif, inciter un nombre maximum de consommateurs à refuser de payer leurs factures de gaz et d'électricité à partir du 1er octobre, date prévue d'une hausse des tarifs de l'énergie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon Dieu de bonsoir. En gros, ils ont fait une pétition. Ce qui est passé par Internet, c'est exactement la même histoire que les Gilets jaunes, mais c'est exactement la même chose qui se répète. Ça a été partagé partout et tu as plein de gens qui sont en train de relayer ce truc. L'idée, c'est donc de ne pas payer ses factures d'électricité et de gaz. Sachant que, de toute façon, personne ne va pouvoir les payer à partir d'octobre. Donc quitte à ne pas les payer, autant le faire ensemble et ne pas être seul et individuellement face aux institutions, face à la police, face aux fournisseurs d'électricité, mais être dans une organisation, dans un mouvement social qui dit que nous ne payons pas les factures parce que nous ne pouvons pas les faire et nous voulons lutter contre l'inflation. En fait, c'est une façon de transformer une situation de crise économique en une situation de lutte des classes. C'est-à-dire qu'on s'organise ensemble pour protéger nos intérêts plutôt que de prendre les coups tout seul. En fait, les Anglais sont en train de multiplier les approches et les attaques et c'est probablement une des meilleures leçons que nous, on doit prendre de ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire ne pas juste se contenter par exemple de mobilisation pour aller tous à Paris pour se faire défoncer par des CRS, mais de multiplier les actions qui sont beaucoup plus difficilement contrôlables, comme le fait de ne pas payer ses factures. Mais en plus de ça, rajouter la grève, et en plus de ça, rajouter la mobilisation populaire. Bref, être totalement incontrôlable. En 6 semaines, plus de 75 000 personnes se sont jointes au mouvement, décompte l'hebdomadaire de gauche. Dans le même temps, l'hebdomadaire de gauche, c'est The Observer. Dans le même temps, des branches locales se sont constituées dans les 4 coins du pays, de Brighton à Birmingham, en passant par Sheffield et Manchester. Les fondateurs souhaitent rester anonymes et défendent des groupes populaires sans figure dirigeante et sans hiérarchie. Vous voulez quoi de plus? Ils sont en train de s'organiser comme les Gilets jaunes. Si vous ne comprenez pas la situation et qu'on est en train de vivre un moment populiste, regardez la vidéo qu'on a faite à propos de ça. Il y a en ce moment des mouvements populistes qui sont en train de monter partout et ce qui s'est passé au Sri Lanka est en train de se répéter en Angleterre et va arriver en France. D'ici l'automne, le groupe qualifié d'irresponsable par le gouvernement escompte 1 million de signatures, soit théoriquement autant de séditieux. D'abord pour faire pression sur l'exécutif et, en l'absence de mesures concrètes, de déclencher la grève. Les consommateurs ne seront appelés à suspendre leur autorisation de prélèvement automatique que si le mouvement atteint une masse critique en misant sur le fait que l'union fait la force. Et là, c'est intéressant, c'est un petit détail à la con, mais tu vois, des fois on balance des invitations sur Facebook ou quoi en disant vas-y on arrête de payer, on fait un boycott ou machin. Sauf que si on arrête de payer les impôts ou qu'on fait un boycott et qu'on n'est que 3 à le faire, ça sert à rien. Du coup là ce qu'ils disent c'est qu'on fait une pétition avec tous les gens qui s'engagent à partir d'octobre à ne plus payer, on la transmet et seulement si c'est plus d'1 million on le fait, sinon on le fait pas. Ce qui permet en fait de sécuriser et de ne pas se retrouver comme un con devant un huissier ou une connerie comme ça. Donc tu vois, petit à petit, on a commencé avec des analyses de l'international en disant tiens, la situation elle est un peu bizarre. Puis on a vu au Sri Lanka ça a commencé, puis après en Argentine ça reprend, là c'est en Afrique du Sud, au Malawi, dans plein de pays différents, le Panama, le Chili où t'as des trucs, l'Équateur où t'as beaucoup de choses, et maintenant ça commence à arriver en Europe avec l'Angleterre. Nous vivons aujourd'hui une séquence populiste, révolutionnaire, très forte. Sur ce, amis réfractaires, à la prochaine.